messieurs, bonjour, bonsoir. Echo de Paris sur Vox Africa. Alors, c'est un numéro spécial. En général, il dure 52 minutes. Alors là, on va vous offrir le meilleur sur un plateau, 90 minutes avec l'un des leaders d'opinion les plus influents du monde noir. J'ai cité Kémy Séba qui nous fait donc l'honneur et le plaisir de venir ici nous rendre visite sur Vox Africa à Paris en France. Kémy Séba, bonjour. Bonjour, Hamza. Comment tu vas? Un plaisir, un bonheur. Je te suis depuis très longtemps. Oui. Et c'est une joie d'être présent sur ce plateau avec toi et avec tes chroniqueurs. Que je vais présenter. Alors, mais c'est vrai que tu me suis, mais moi je te suis aussi. Alors, on va parler de tout ça, notamment de ton dernier ouvrage, donc Philosophie de la panafricanité fondamentale. Il y a beaucoup de concepts. On sent que tu as poussé plus loin la réflexion. Maintenant, il est temps, selon ce que j'ai lu, hein, d'inscrire dans la conscience collective, à la fois ici mais en Afrique, quelque chose qu'il faut vraiment ancrer, qu'il faut mettre en place dans le mental, dans la mentalité des gens. Alors, mes invités, mes experts, oui, invités parce que hein, on vous a attendu, hein, messieurs, hein. Faites les beaux là. Alors c'est le frère Kémy qui est le chroniqueur et nous on est les invités. D'accord. Vraiment, il pourrait. Hein. Ok, c'est parti. Je vais vous cuisiner. Alors, Fendi Nico, commentateur politique et sportif, et Patrice Yancé, consultant en stratégie d'entreprise. Comment allez-vous, messieurs? On va bien. Ça va très bien. On est prêt. Alors, je ne sais pas si je dois dérouler le pédigré de Kémy Séba. Je ne vais pas rentrer dans la bataille qui consiste à être dans la polémique. C'est un polémiste naturel, donc je ne lui poserai pas des questions polémistes. Affirmé, hein, il assume ça. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, parce que je suis quand même la plus ancienne, c'est que j'ai l'impression de revivre une époque, enfin, de vivre une époque que des Noirs aux États-Unis ont vécu. J'ai l'impression qu'on revit l'époque où un certain Martin Luther King et Malcolm X étaient sur le même terreau, se battaient pour les droits des Noirs aux États-Unis. Et l'un était, on va dire, il avait une idéologie plus ouverte, plus angélique, on va dire. Et l'autre, Malcolm X, il avait un combat plus viril. Et j'ai l'impression que toi, tu as choisi de mener ce combat du panafricanisme de façon viril, qui t'a heurté, dérangé, choqué. Est-ce que c'est fait exprès ou tu es naturellement comme ça? Alors la question que j'aimerais poser, ma chère sœur, c'est lorsque tu poses cette dichotomie entre la manière virile d'un côté et l'aspect non violent et pacifique de l'autre, qui serait aujourd'hui le visage de cette non-violence dans la conscience africaine? Ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Très bonne question. Il y a de bons panafricanistes. Oui, ça marche bien. Il y a de bons panafricanistes. Et je ne pense pas... Pardon, pour Hamza Boukari, il est plus dans la... il est plus dans la... La paix, bon, il n'a pas l'audience d'un King. J'aurais dit peut-être d'autres... Est-ce que tu en connais? Il y a plusieurs visages, je ne suis pas là pour faire du name dropping, mais il y a des gens qui peuvent avoir plus ou moins de l'audience, peut-être qui sont dans une vision un petit peu plus pacifiste, comme Claude Isia, par exemple. Est-ce que tu conçois que justement qu'il faut de tout pour faire un monde? Moi, je pense que la conscience noire, c'est comme un hôpital. Et dans un hôpital, il y a plusieurs services. Il y a les urgentistes. Nous, notre ONG, c'est Urgence panafricaine. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus dans par exemple la psychiatrie. Il va y avoir des gens qui sont dans la cancérologie, qui est une médecine qui se soigne qui se gère de manière beaucoup plus lente. La pneumologie, etc., l'allergologie. Et je crois qu'il faut de tout pour que l'on puisse avancer dans une direction, dès lors qu'il y a une concertation entre les différents cours. Alors justement, est-ce qu'elle existe, cette concertation? Écoute, moi je fais en sorte, au sein de notre génération, qu'elle puisse exister le plus possible. J'ai un média. Je paye un certain nombre d'employés qui s'appelle Afrique Résurrection. Tout à fait. Où il y a Média Afrique Résurrection. Voilà, où il y a bon nombre de vidéastes qui ont le vent en poupe au sein de la nouvelle génération. Abena Africa, Safi Enjoy Life, l'humoriste Lenny Bunga, etc. Et qui sont des gens qui sont de différents secteurs. Je ne peux pas dire qu'ils sont tous de mon école politique de pensée, mais j'ai lancé ce média pour que cela puisse être une fenêtre large, au-delà
cénacle de la conscience noire dans son aspect radical, entre guillemets. Donc maintenant, je reviens sur le début de ta question. Est-ce que je comprends lorsque tu évoques ce parallèle entre l'époque des droits civiques... Oui, mais en fait, c'est pour dire que le combat n'est pas terminé, qu'il s'est amplifié, que les choses se sont... En fait, on a l'impression que le combat est vain, qu'on n'a rien fait, en fait. Il ne s'est rien passé. Alors, moi, je dirais qu'on a une période de synthèse de différentes époques qui nous ont précédés. Et toutes ces époques ont eu leur sens, ont eu leur importance. Mais dans chaque histoire, il y a une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. Et certains de nos aînés ont été happés par le destin, ont été fauchés par le destin, de par la répression aussi, parce qu'ils ne disposaient peut-être pas des mêmes armes en termes de communication et d'information dont nous disposons aujourd'hui, parlant avec humilité. Comme je le dis toujours, ce n'est pas parce que des gens hier n'avaient pas de calculatrice et mettaient peut-être 10 heures à faire un calcul que nous faisons en 2 minutes, que cela signifie que nous sommes meilleurs que ceux qui nous ont précédés. Nous sommes une continuité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le mélange de... Par exemple, la lutte pour la décolonisation n'a jamais été terminée. Sinon, on ne parlerait pas de néocolonialisme, on ne parlerait pas de France-Afrique. Malheureusement, je vis en Afrique, partout où je vais, je vois constamment les affres de ce néocolonialisme-là, polymorphe, disons-le, même si la France est en première ligne aussi sur ces questions. Et dans le même temps, la logique des droits civiques, parce que si on est dans un système que l'on nomme la France-Afrique, mais qu'il y a des citoyens de seconde zone et qu'il y a des citoyens de première zone, cela sous-tend qu'il y a une inégalité, une dimension inégalitaire dans le système dans lequel nous vivons, qui est soutenu par la structuration de la France-Afrique, du franc CFA, qui astreint à la résidence quelque part de la sous-humanité une partie de nos populations. Et donc, je pense que c'est une synthèse de tout ça. Est-ce que je me revendique d'une école, tu as parlé de Malcolm, moi, celui qui a été mon maître politique et culturel, c'était le Dr Khalid Mohamed. Quand j'ai commencé l'activisme politique, ça fait longtemps maintenant, en 1999, donc il y a 24 ans. Et après, j'ai tracé mon sillage, mon chemin. Et je peux simplement dire qu'il faut que certains puissent parler en disant tout haut ce que d'autres pensent tout bas ou n'osent parfois même pas penser tout bas. Est-ce que cela est le chemin de la virilité? Est-ce que cela est le chemin de la dureté? J'ai l'impression que parfois je suis même un modérateur par rapport aux différentes audiences que je rencontre, partout en Afrique ou dans la diaspora, dans les Caraïbes ou même en France. J'ai l'impression que je suis un thermomètre. En tout cas, tu t'es assagi, parce qu'au début, tu étais... Je pense qu'il y a deux... Il faut différencier deux choses. Le problème prioritaire, c'est qu'on m'a connu, il y a 20 ans, par la seule fenêtre des médias qui me diabolisaient. Et donc, je me souviens, quand je marchais dans la rue, quand certains me reconnaissaient il y a de nombreuses années, ils disaient « Ah, mais toi, tu souris, pourtant, on te voit toujours crier ou les dents serrées. » Et je dis « Mais vous me voyez uniquement par la fenêtre du média qui m'attaque. » L'apparition des réseaux sociaux a permis qu'il y ait une communication directe entre moi et le public. Et le public a pu voir qu'au-delà de la caricature médiatique où on me présente comme un terroriste ou un nazi noir ou un extrémiste noir, j'étais quelqu'un qui avait le sens de l'humour, quelqu'un qui avait aussi, je pense, une très grande empathie, parce qu'on ne peut pas mener ce travail politique si on n'a pas de l'empathie. Et aussi, qu'ils ont pu comprendre qu'il y avait une colonne vertébrale sur le terrain politique et idéologique. Et puis aussi un certain ego, mais c'est juste... Je vais te répondre dessus. Oui, juste, c'est pas pour remettre le feu. Bien sûr. On va parler d'Emmanuel Macron, qu'on considère, qu'on appelle le Jupiter, c'est un Jupiter hautain, et on peut dire que toi, alors je vais citer un dieu chez les Yoruba, qui s'appelle Olorun hautain aussi, donc vous valez quand même, écoute, en termes de... Je vais reprendre Mohamed Ali qui dit que il ne faut pas confondre l'arrogance que l'on expose vis-à-vis du système qui nous opprime avec la volonté de propager le sentiment de fierté vis-à-vis de nos populations. Le côté, entre guillemets, fier, menton pointé vers le ciel que je montre dans les médias, c'est pas quelque chose qui est adressé à ma communauté. Je montre à ceux qui sont nos adversaires que l'homme noir et la femme noire ne baisseront plus la tête. Mais en ayant le menton pointé vers le ciel que je tiens de ma mère, parce que ma mère est très insolente, très fière d'elle, etc. Et je lui passe un grand bonjour, elle sourira si elle voit l'émission. C'est une volonté aussi de pousser les nôtres à lever le menton. Mais ce n'est pas une arrogance qui est tournée vers les miens. Tous ceux qui nous voient dans la rue, qui m'arrêtent dans la rue constamment, régulièrement, dans différents endroits, savent que je suis quelqu'un de très proche des miens. Très humain, finalement. J'essaye. Mais l'arrogance vis-à-vis du système, j'ai un proverbe qui dit que humble avec les vertueux,
insolent avec ceux qui le méritent. Je pense que ça me caractérise bien. Alors, il piaffe d'impatience de te poser des questions. Qui commence? Nico? Écoute, moi je veux bien me lancer. Kimi, déjà, merci pour les retrouvailles, quelque sorte. Pour moi, Écoute, moi c'est plutôt dans le cadre du panafricanisme aujourd'hui. On voit qu'on est face à un système occidental qui est en perte de vitesse. On le voit par rapport au conflit en Ukraine actuellement. On voit aussi les États-Unis avec la France qui essaient de se replacer en Afrique et qui ont toutes les peines du monde en fin de compte. Là, prochainement, on voit le secrétaire, je crois que c'est le secrétaire d'État à la Défense, Blinken, qui va faire une tournée en Afrique, en Éthiopie, alors que déjà sur le terrain politique, ils sont en difficulté, les États-Unis là-bas. Ensuite, il va aller au Niger. Donc là, on a vu récemment Mohamed Bazoum qui a essayé en sourdine de faire un rapprochement avec le Mali. Peut-être c'est pour se faire tirer les oreilles, je ne sais pas. Est-ce que finalement, ton combat, le combat que tu mènes, le message que tu portes auprès de la jeunesse africaine, aujourd'hui fait écho? Est-ce que dans un deuxième temps, ça fait barrage au rapport que la France avait écrit, que Emmanuel Macron essaye de mettre en place, qui a été rédigé en 2013 par Hubert Védrine, par Tidjane Thiam, Lionel Zinsou, que tu connais aussi d'ailleurs, et qui avait justement nommé le panafricanisme comme une menace qui pouvait être plus grande que le terrorisme, le djihadisme en tant que tel. Je te rejoins complètement, et je pense qu'en réalité, la vérité sort de la bouche de nos adversaires. Quand ils décrivent un prétendu sentiment anti-français, ce n'est pas un sentiment anti-français. On est en France ici, on n'est pas des anthropophages anti-français. Mais c'est simplement un sentiment d'hostilité vis-à-vis d'une politique arrogante et néocoloniale française. Et c'est quelque chose qui s'est amplifié de manière stratosphérique ces dernières années au sein des différentes sociétés civiles africaines. C'est comme si on avait gardé dans nos cœurs, dans notre esprit, des blessures et qu'on ne les avait jamais cicatrisées. Et on arrive à un stade où on a enfin la possibilité de libérer la parole, d'exprimer ce que nous pensons et de pointer du doigt nos véritables adversaires. Pendant longtemps, nos parents nous ont appris que ne parle pas sur eux, ils sont très forts, ils ont des moyens que nous n'avons pas, etc., etc. Et on a grandi, moi j'ai jamais cru à ça, mais on a grandi avec ça. Et oui, voilà. Et il arrive un moment où on sort de ce petit cadre dans lequel on a voulu nous incarcérer, on se rend compte que non, c'est pas parce qu'on sort de là qu'on va mourir, c'est pas parce qu'on sort de là que... Alors oui, il y a de la répression, oui, il y a de la prison à la clé, oui, il y a des menaces à la clé, mais je pense que c'est le chemin obligatoire pour que l'on puisse accéder à cette réelle souveraineté. Et aujourd'hui, tu parlais des États-Unis qui sont en train de faire la talakou auprès, par exemple, du gouvernement de Centrafrique, parce qu'ils veulent pousser les Russes à quitter la Centrafrique et à devenir le partenaire prioritaire. Les États-Unis ont vu que les Français sont en perte spectaculaire de vitesse, et donc les Américains, qui sont le shérif numéro 1 de l'oligarchie occidentale, veulent essayer de rattraper ce que le gouvernement français n'a pas été capable de gérer. Mais on est dans une dimension, quand je parle de la guerre des mondes dans mon livre, je parle de l'opposition entre le modernisme et le traditionnalisme. En réalité, on parle de l'Occident contre les peuples enracinés. Et sans faire, parce que la Russie a aussi ses schizophrénies, et la Russie n'est pas que traditionnelle, loin de là, mais elle est quand même beaucoup plus traditionnelle chez les populations caucasiennes que les nations occidentales. Et donc cette guerre entre ces deux systèmes, c'est l'arbre qui cache la forêt de deux autres systèmes beaucoup plus grands. Les peuples enracinés contre les peuples qui sont noyés dans le néolibéralisme sociétal et économique. Donc finalement, à une échelle beaucoup plus globale, c'est pas le nord contre le sud, quelque part? Non, je pense qu'on a dépassé ce cadre-là, on a dépassé cette géographie, on est dans une géographie au sens de la compréhension de la tradition, de la compréhension du progressisme, mais on n'est pas dans une géographie, par exemple, je veux dire, il y a des pays qui, ils ont beau être dans le sud, ou alors dans une certaine partie du monde, je prends l'Australie, par exemple, l'Australie c'est l'Occident, quoi qu'on en dise, et qui est noyé, qui a été colonisé justement par ces populations occidentales-là. C'est pas le sud contre le nord, c'est plus complexe. Et l'Asie aura un rôle très important à jouer dans ce basculement qui est en train de s'opérer. On était dans un monde unipolaire, que l'Occident dirigeait, et on est en train d'arriver aujourd'hui à une sorte de fractionnement de ce monde-là, et c'est le monde multipolaire qui doit pointer à l'horizon. Et les Africains, dans ce monde-là, doivent prendre leur place. Exactement. Voilà. Merci. Patrice Nijassé.
Bonjour Kémy. Bonjour mon frère. Moi aussi je te suis depuis très longtemps, donc ça fait plaisir d'être là et puis de pouvoir discuter avec toi et notamment des sujets de panafricanisme, parce que c'est vrai que le panafricanisme c'est vraiment un terme que tout le monde utilise. Mais je suis encore étonné de voir que certaines élites, en tout cas de nos élites, ne s'y retrouvent pas forcément dans ce mot. On avait rencontré quelqu'un sur ce plateau qui avait parlé plutôt d'afro-optimisme, mais qui ne voulait pas s'apparenter au panafricanisme. Il ne voulait pas se mélanger en tout cas. Voilà. Comment tu peux expliquer que finalement le panafricanisme a l'air d'être porté par des gens de la diaspora, puisque tu fais partie de la diaspora, oui, t'as grandi ici, sûr, moi aussi j'ai grandi ici, et puis c'est né aux États-Unis, donc c'est surtout porté par les gens de la diaspora et compris par les gens de la diaspora, mais les gens du continent ne s'y... Je nuancerai sans te couper, voilà. C'est une question très importante. Je nuancerai ton propos. Je pense que le panafricanisme sur le continent est aujourd'hui, au sein des sociétés civiles, l'idéologie qui marche le plus, à tel point que certains politiciens institutionnels, aujourd'hui, sont obligés de montrer la carte panafricaniste, parfois pour être capable de séduire un segment très important de la population. Le panafricanisme est à l'Afrique ce que... alors, comparaison n'est pas raison, mais il y a un vent aujourd'hui de souverainisme excessif et parfois teinté en Occident de xénophobie, ce qui n'est pas notre cas, c'est très important de le préciser. Tu as la montée des nationalismes en Italie, en France, en Allemagne, un peu partout, en Hongrie, avec Viktor Orban, etc. Sauf que eux, ils ne s'attaquent pas aux causes, ils s'attaquent aux conséquences. Et les conséquences qu'ils voient, c'est l'immigration, mais ils ne veulent pas s'attaquer aux causes qui sont les prédations de l'oligarchie occidentale vis-à-vis de nos populations qui poussent un segment minimum. Parce qu'on dit toujours que l'immigration africaine, à l'extérieur du continent, elle est minime. C'est même pas un quart des immigrations en tant que telles. Ça, on ne le dit pas souvent. Les gens n'aiment pas le dire, alors que la majorité des migrations en Afrique sont intra-africaines. On oublie de le dire. Donc, le panafricanisme aujourd'hui est ce souverainisme qui pointe à l'horizon au XXIe siècle. Et ce qu'il est très important de rappeler, si on veut vraiment comprendre le contexte dans lequel nous nous situons, c'est que la globalisation, il y a eu à une certaine époque la confrontation de deux blocs, le bloc capitaliste, le bloc communiste. Le bloc communiste s'est effondré, d'accord, le capitalisme a gagné, et dans son ultime forme économique et sociétale, c'est devenu ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, la globalisation, a fini par coloniser, c'est l'autre nom de l'occidentalisation, a fini par coloniser le monde. Mais en colonisant le monde, elle n'a pas pris en compte la nécessité pour les peuples d'être dans une logique de l'enracinement. Donc ça a bousculé une grande partie des populations, ça a changé leurs habitudes, ça a changé leur culture. Certains parlent de la McDonaldisation du monde, qui est à la fois caricaturale, mais qui est à la fois très précise pour décrire cette réalité. Mais à un moment donné, il y a un sursaut d'orgueil des peuples qui se disent « mais nous avons notre identité, nous avons notre réalité ». Le néolibéralisme veut détruire tous les noyaux qui résument l'identité collective, la famille, la spiritualité, le couple. Aujourd'hui, on est dans une quête, c'est ça le capitalisme, de l'individualisme forcené. Donc tout ce qui peut détruire ce qui est le symbole de l'unité, on le fait. Théorie du genre et compagnie, etc. Et je dis que ce panafricanisme, l'unité des Africains dans leurs diverses formes d'africanité, dans le but d'obtenir collectivement une souveraineté, c'est la barrière ultime face à ce déracinement que le globalisme tente de nous imposer. Et c'est dans cette direction qu'on se situe, et je pense vraiment, sur le continent, une grande partie, en tout cas en Afrique francophone, je ne suis pas sûr qu'il y ait une idéologie politique qui soit plus prégnante aujourd'hui de tous les pays que je visite, dans tous les pays où je vais rencontrer les populations. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une idéologie qui soit plus populaire que celle-ci aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Ouais, c'est bien de dire ça, mais j'ai envie de dire que tous les mots qui se terminent par isme, colonialisme, impérialisme, panafricanisme, j'ai toujours l'impression que à un certain moment, ce isme-là, ces différents ismes-là finissent par manger leurs enfants. C'est là qu'il faut faire attention, parce qu'on parle aussi du wokisme. Hein, qui est complètement autre chose, très critiquable, oui, mais sur lequel je veux revenir. Est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de ce panafricanisme, effectivement, qui est légitime, le combat est légitime, mais que pousser trop loin, il peut éclater et nous faire perdre de vue vraiment l'essentialité. Alors, déjà, tu m'as fait une passe, philosophie de la panafricanité.
j'ai fait exprès d'employer le terme de panafricanité et pas de panafricanisme. Parce que le panafricanisme, les termes en isme, c'est quelque chose qui a un objectif à atteindre. Oui. Alors que ce qui finit en IT, c'est un état de fait. Quand on parle de l'africanité, on parle de l'état de fait. Qu'est-ce que être africain? C'est ça. Quand on parle de panafricanité, quelles sont c'est l'état de fait des diverses formes d'africanité. Parce que, comme le disait mon défunt ami, le professeur Runko Rachidi, et je salue sa famille dont nous sommes très proches, les Noirs sont partis partout dans le monde. Oui, on peut peuplait les quatre coins du monde. J'en parle, je fais une petite description de ces différentes formes de populations afro-diasporiques en réalité qui sont installées en Mélanésie, qui sont installées en Océanie, qui sont installées en Amérique du Sud. Quand Ivan Van Sertima parlait du fait que nous étions là avant Christophe Colomb, ce sont des éléments factuels. Quand Runko parle des Dravidiens, et il parle de l'histoire du peuple noir, on parle même de ce qu'ils appellent les négritos de manière impropre, les colons espagnols. On parle des pygmées noirs d'Asie, qui sont les populations originelles de ces régions. Donc nous sommes partout, et il y a des points communs dans ces réalités-là. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le panafricanisme en tant qu'objectif à atteindre. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir à nous-mêmes dans la possibilité qui est la nôtre, parce qu'on ne pourra jamais complètement se désaliéner. On est tous le fruit de cette modernité, quoi qu'on en dise. Mais entamer ce processus de désaliénation, être capable de revenir à nous-mêmes sur le terrain de l'identité, sur le terrain de la culture, d'accord, comprendre métaphysiquement la place de notre population, ce que signifie aussi l'Occident, parce que l'Occident a un sens, d'accord. Ça ne veut pas dire que tous les Occidentaux sont mauvais, que tous les peuples traditionnels sont bons, c'est évidemment faux. Je parle dans mon livre du fait que je me sens plus proche d'un René Guénon, métaphysicien blanc, que dans Alassane Ouattara. On y reviendra. Voilà, on y reviendra. On parlera je ne vais pas vous créer des problèmes. On parlera de ce livre-là tout à l'heure. Juste avant, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai que le panafricanisme, l'un des buts justement du panafricanisme, c'était justement l'Afrique unie, l'African United. Or justement, c'est vrai que je me retrouve plus dans la panafricanité que le panafricanisme, dans la manière dont tu l'as expliqué. Mais du coup, est-ce que sur le terrain, en tout cas sur le continent, il y a vraiment cette volonté de travailler ensemble? Parce que moi, je vois plutôt effectivement une sorte de souverainisme national. On va y revenir. On va y revenir. Moi, je voudrais qu'on parle de la tournée de M. Macron donc en Afrique, tout récemment. Donc, il a visité plusieurs pays en Afrique centrale. J'aimerais que tu fasses un petit commentaire par rapport au pays où il est passé. Gabon. Qu'est-ce que tu dis d'Emmanuel Macron au Gabon? Je dis la même chose, aura été quasiment partout où il est allé. Gabon, il a dit. Comment tu pourrais commenter justement Moi, je pense que Emmanuel Macron est un pragmatique. Oui. Mais un pragmatique qui n'a pas toujours compris, malgré tout, l'entièreté du problème. Il a été chassé d'Afrique de l'Ouest. On est en train de bien s'occuper de lui un peu partout en Afrique de l'Ouest et de son armée. Et il pense trouver une fenêtre chez des gens qui le vouaient aux gémonies au début de son mandat en disant que lui ne veut pas être trop associé au dictateur, même si le système de la France-Afrique les soutenait en off. Il se rend compte que malheureusement, il va devoir compter sur eux. Et donc, il est parti voir Ali Bongo, dont on sait qu'il est... Pour être capable de gouverner, il faut être capable de se gouverner soi-même. Et je ne pense pas qu'Ali Bongo, sans vouloir vous créer de problème, soit apte à diriger le Gabon aujourd'hui. Et sa famille, je pense, dirige depuis déjà trop longtemps ce pays de manière profondément brutale, humiliante et autodestructrice en tant que telle. Donc Macron foule de ses principes, crache sur ses propres principes. Et c'est intéressant parce que c'est quelque part le symbole de la France-Afrique. Oui, mais en fait, on lui a reproché cette proximité, semble-t-il, avec le président Ali Bongo Ondimba. Et puis de l'autre côté, on dit, mais est-ce qu'il a interdit à un chef d'État d'aller rendre visite à des présidents africains, même si les élections, les élections dans ces pays-là En fait, dans l'absolu, un chef d'État parle avec tous les chefs d'État, mais il faut qu'on contextualise toujours la situation qui se déroule. Quelqu'un qui, quelques jours avant, dit qu'il veut mettre fin à la France-Afrique. Les premiers endroits où il va, c'est chez les barons de la France-Afrique. Évidemment que s'il y avait les guignols de l'info qui existaient encore aujourd'hui, je pense qu'il y aurait un très beau sketch à ce sujet. Et donc, Emmanuel Macron est dans cette logique il a compris qu'économiquement, ils sont en train de perdre un certain nombre de marchés. Et donc, il essaie de faire une remontada. La remontada est difficile. Et le problème, c'est que les consciences populaires sont les plus alertes sur la réalité de sa démarche. Donc sur le Gabon, j'anticipe. RDC, Congo-Brazzaville, Angola. Alors il y a eu un petit... Angola, c'est un petit peu différent parce que ce qui sort
de la tanière du monde francophone, il essaie encore de jouer sa séduction et il peut séduire sur certains points les gens. C'est un très bon tchatcheur, comme dirait l'autre. Il faut qu'on puisse être capable d'être objectif pour évaluer aussi la réalité de l'adversaire politique. Mais dans la zone francophone, d'Afrique entre guillemets francophone, je pense qu'il est vraiment en difficulté, à tel point qu'il est obligé de finir dans des gandas, c'est comme ça qu'on dit, je crois, pour essayer de montrer qu'il est proche du peuple. Et puis il profite de certains artistes qui ont oublié qui ils étaient et qui ont simplement vu leurs intérêts individuels au lieu de voir les intérêts collectifs, comme ce fut le cas de Fally sur ce point. Bon, il y a quand même le président Tshisekedi qui a... Félix, que je connais. Quand même défendu. Félix, que je connais très bien en plus. Toi qui as l'habitude. Tu peux pas tendre avec certains chefs d'État africains. Écoute, je peux encore plus en parler, puisque Félix est un ami à la base, personnel, bien longtemps avant qu'il soit président. Je pense que Félix a eu un sursaut d'orgueil par rapport à certaines choses qui étaient dites sur la manière dont il est venu au pouvoir, parce que tout le monde sait... il y a aussi le fait qu'ils soutiennent le Rwanda, bien sûr, évidemment, et que la société civile, à l'intérieur de laquelle se trouve notamment notre ONG, Urgence Panafricaniste, dirigée par Fortifi Lushima et l'assistant du docteur Denis Mukwege, Maud Salomé Ekila, la société civile et la Lucha et tous les mouvements braves qui mènent un travail extraordinaire, mettent la pression aussi à Félix Tshisekedi. Félix sait que ce que disait Le Drian quand il parlait des accords à l'africaine, alors que c'est la chose la plus indécente de décrire nos réalités de cette façon, Félix sait que c'est des choses qui ne peuvent plus passer aujourd'hui. Félix sait aussi en même temps que Le Drian, même si ce qu'il disait était profondément indécent, s'appuyait sur certaines réalités. On sait que Fayoulou, le score des élections n'est pas celui qu'on nous a présenté, et que Kabila, lorsqu'il a quitté le pouvoir, il avait besoin d'avoir un successeur qui n'était pas des plus vindicatifs. Donc il a opté pour cette voie-là, on l'entend, et je pense que Félix est en train d'essayer de durcir le ton, parce qu'il y a aussi l'approche des élections, et il ne veut pas passer pour celui qui est la serpillière, comme il a pu passer à une certaine époque, la serpillière de Kagame et l'ami des gouvernements occidentaux. Donc il durcit le ton, mais j'ai senti plus une tonalité politico-politicienne qu'une réelle conviction sur ce point. Ça n'engage que moi. Alors moi j'ai une question, parce que quand il a été élu, Félix Tshisekedi, une des premières destinations dans lesquelles il était venu, c'était en France. Et il avait récupéré une enveloppe de 65 millions d'euros pour pouvoir développer le Congo. Et on avait promis de construire aussi une école de guerre dans la RDC. Et finalement on a commencé à se dire, bon, vous savez il y avait quand même un espoir de renouveau auprès de la population congolaise. Après Kabila, c'est dit peut-être que là, on va tourner vers le panafricanisme. Et quand on a vu en fait cette visite-là, on a commencé à se poser des questions sur Tshisekedi. Et là, on arrive à la fin de son mandat. Le bilan, il est très mitigé. Ça, c'est une réalité. Le conflit à l'Est n'est toujours pas réglé. Il s'est même empiré, malheureusement. Comment tu analyses ça, cette situation? Moi, je dirais que de toute façon, ce n'est pas un seul mandat sur d'autres objectifs qui permettra d'en finir avec ce qui se passe à l'Est du Congo. Parce que ce qui se passe à l'Est du Congo dépasse le cadre de deux pays qui se font la guerre. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ce qui se passe à l'Est, c'est la même communauté internationale. Oui, ce qui se passe à l'Est, c'est la même communauté internationale qui dit oui, faites attention, arrêtez la violence. Cette même communauté internationale qui est liée aux multinationales, qui tire bénéfice et qui organise avec des miliciens sous proxy la destruction de notre peuple là-bas, le génocide, le viol des femmes et tout ce qui s'ensuit. Donc on est dans un problème. Ce qui est intéressant, c'est quand deux pays occidentaux se font la guerre, on dit c'est une guerre mondiale. Et ils veulent embarquer tout le monde dedans. Quand ce sont les Africains, ce sont des guerres interethniques ou ce sont des guerres tribales, etc. Ce qui se passe au Congo est une guerre mondiale entre l'Occident, l'oligarchie occidentale et les masses africaines, si je dois schématiser ça de cette façon. Et je dirais même qu'il y a aussi, évidemment, des Asiatiques, parce que le coltan et tout ce qui s'ensuit, qui bénéficient aussi de cette réalité-là. Mais c'est beaucoup les Occidentaux, les Américains, et les Européens, etc., qui sont dans ces réalités. Et les Israéliens, évidemment. Donc, pour finir mon propos dessus, parce qu'il est important qu'on puisse aussi passer sur d'autres points, mais la réalité congolaise est une réalité des plus complexes, et je ne suis pas sûr que Félix, ou quelconque président, aurait pu régler ça en un mandat. Mais il y aurait pu avoir beaucoup plus de volontarisme. Et j'ai l'impression que Félix s'est réveillé beaucoup trop tard, le président Tshisekedi, on va dire ça comme ça, s'est réveillé beaucoup trop tard sur ces questions, soit de manière opportuniste pour être même plus précis,
soit de manière sincère, mais en tenant compte des pesanteurs qui sont les siennes, parce que le Rwanda a un poids extrêmement important dans les Grands Lacs, c'est les gendarmes de l'oligarchie occidentale. On dit Kagame, souverainiste, panafricaniste, à chaque fois que j'entends ça, je suis obligé de rigoler. Kagame, même s'il a remis son pays, il faut aussi être capable de le reconnaître sur de très bons rails, et que son pays aujourd'hui va mieux que beaucoup de pays environnants, mais il faut voir de quelle manière ce pays s'est mis sur de très bons rails. Qui est-ce qui l'a aidé ? Pays qui est le premier producteur de coltan, alors qu'il n'y a pas de coltan au Rwanda. Soyons aussi logiques et pragmatiques dans cette réalité. Et dire cela ne signifie pas qu'il faut tolérer parfois la haine qui peut exister chez certains vis-à-vis des Rwandais. Je ne l'accepterai jamais, d'accord ? Le Rwanda les Tutsis c'est des grands peuples, les Hutus c'est des grands peuples, et on ne doit pas répéter les mots MAUX du passé. Mais l'oligarchie pro-Kagame est un problème pour l'Afrique centrale et in extenso pour l'Afrique. Il faudra qu'on soit capable tôt ou tard de le régler. C'est ce problème-là. Et pour terminer, en fait, sur la page du Congo et la visite d'Emmanuel Macron, pour faire un lien, parce que lors d'un de ses discours, il a dit qu'en 1994, si le Congo n'a pas pu régler en fait ses problèmes de souveraineté, il ne faut pas chercher les causes à l'extérieur. Quand je regarde ça, je me dis, mais en fait, ce qui se passe à l'est du Congo, c'est aussi une des conséquences de l'opération turquoise. Bien sûr. C'est une forme, quelque part, de provocation aussi. C'est une provocation, mais je n'ai pas réagi dessus parce que le proverbe qui dit qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur est une réalité. Et même si le propos de Macron était dans la lignée de son insolence habituelle et de son mépris néocolonial vis-à-vis de nos populations, il s'appuie sur une réalité qu'il faut qu'on soit capable aussi de se prendre en charge. Je ne peux pas comprendre qu'on soit 54 États, qu'on ait les peuples les plus forts. Quand je dis les plus forts, c'est quand on parle de notre peuple, de nos militaires, de nos soldats, on est des grands gaillards, on est des gens, on est connus pour ça. Mais pour régler nos problèmes, on n'a pas cette capacité de la concertation, on n'a pas cette capacité de l'unité, on n'a pas cette capacité de converger vers la même direction. Et ça, c'est quelque chose, moi, aussi, qui me pose problème. Mais est-ce que c'est possible ? Justement, on revient à la question du panafricanisme. Est-ce que c'est possible, cette unité c'est impossible, même dans une famille, dans une société, dans une entreprise, dans une école, dans un établissement. Mais unité ne veut pas dire uniformité, comme ça. Oui, mais je parle même pas d'uniformité. Parce que c'est la défense des intérêts communs, en fait. Tout à l'heure, tu disais qu'on est un peu dans un hôpital. Hein, tout à fait. Donc, celui qui souffre d'une maladie mentale, est-ce qu'il peut dialoguer avec quelqu'un qui souffre d'une maladie des yeux? Comment créer cette unité, ce nécessaire dialogue? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est envisageable? Est-ce que c'est être concret que d'être... J'ai l'impression que c'est une forme d'angélisme, en fait. Il faut peut-être apprendre à être ensemble, avoir un objectif commun, même si c'est plusieurs... Chacun prend sa voie, mais faire en sorte que les Africains... moi, je pense que c'est de l'angélisme, en fait. Nous faire croire que nous sommes de grands enfants. C'est comme si on était de grands enfants et puis on doit apprendre à être ensemble. Tout le monde est gentil, on s'aime bien. En fait, je comprends parfaitement ton propos, mais je ne suis pas d'accord avec son interprétation et son expression, dans le sens où ce que je dis là, c'est ce que tous les peuples de la Terre font. Oui, mais est-ce que c'est concret? J'y arrive. L'Union européenne, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout. Ah, ils ne sont pas d'accord du tout. Mais bien sûr, mais l'Union européenne est, quoi qu'on en dise, un ensemble qui, lorsqu'ils doivent défendre les intérêts européens vis-à-vis de l'extérieur, ils privilégient ce qui les rapproche beaucoup plus que ce qui les divise. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des scansions. Tu as parlé d'une famille. Ouais. Dans une famille, il y a des disputes, il y a des clashs, il y a tout ce que tu veux. Mais quand on doit parler d'une seule voix à l'extérieur, ils le font. Les États-Unis d'Amérique, comme le nom l'indique, États-Unis d'Amérique, ce sont divers États qui se sont unifiés pour devenir ce qu'ils sont. Quand on parle aujourd'hui de la Chine, on oublie souvent que pour qu'ils soient le milliard qu'ils sont, la Chine, c'est une addition de provinces qui se sont réunies pour peser au concert des nations. Quand on parle des Émirats arabes unis, je veux dire que le monde entier nous donne la voix. Et là où tu parles d'angélisme, je t'aurais rejoint si je ne vivais pas au quotidien, dans le cadre de nos missions quasi hebdomadaires un peu partout en Afrique francophone avec notre ONG, si je ne vivais pas au quotidien au contact des populations, cette logique, justement, au sein des sociétés civiles que je différencie de nos élites, qui en effet sont très en retard sur ces questions, mais les sociétés civiles sont
interconnectés à un degré qui dépasse l'entendement aujourd'hui. Et cette panafricanité dont je parle est quelque chose qui est en train de s'imprégner profondément dans les consciences collectives. Donc ce n'est pas du domaine de l'angélisme. On ne ferait pas... quand je dis trembler, c'est un combat collectif, c'est pas un combat individuel. Mais on ne bousculerait pas le gouvernement français si on n'avait pas justement cette démarche unitaire qui est en train de se forger au sein des sociétés civiles africaines. Là où je te rejoins, c'est que au sein des prétendues élites, je dis bien prétendues parce qu'elles n'ont d'élite que le nom, je trouve même qu'elles se délitent plus qu'autre chose, il y a en effet une lenteur. Tu n'appartiens pas à l'élite. Moi, je pense que Zimnews Brzezinski... Tu fais partie d'une certaine élite, quand même. Je ne sais pas ce que... Si l'élite, c'est eux, je n'en fais pas partie. Si l'élite, c'est Dramane Ouattara ou les autres, je ne vais pas essayer de faire de name dropping, mais c'est sûr que je n'en fais pas partie. Si c'est eux qui ont raison, comme dirait l'autre, je ne suis pas raisonnable. Mais l'élite, elle est diverse, forcément. Donc, en tout cas, une chose est certaine, c'est que Zbigniew Brzezinski disait dans les années 80, faucon américain, géopoliticien américain, disait que le 21e siècle serait le siècle du transfert de pouvoir qui auparavant était aux mains des élites institutionnelles qui arriverait progressivement au niveau de la société civile. Je pense que nous sommes profondément en Afrique à cette étape de l'histoire où, et je le dis parce que tous les politiciens institutionnels que je rencontre nous le disent, aujourd'hui des gens comme moi ou mon ami et ma sœurette Nathalie Yamb, on a plus de poids et d'influence sur les opinions publiques. C'est très important ce que je dis. Je ne parle pas sur le terrain institutionnel, mais sur les opinions publiques, que bon nombre de politiciens institutionnels. C'est une réalité. On est d'accord. Voilà. Donc, comment ça se matérialise un gouvernement géré par la société civile? Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, finalement, ils y étaient aussi. Je pense que la réponse est dans son livre. Hein. Je pense qu'on va... Je veux juste, grande sœur, si tu permets, répondre. Ça se matérialise par le Mali. Le Mali, c'est l'addition de deux facteurs. Les militaires patriotes et la société civile. À l'intérieur du gouvernement, il y a bon nombre de gens qui étaient des sympathisants, qui sont aujourd'hui des sympathisants d'Urgence panafricaniste. La ministre de la Famille, par exemple, qui était une des cadres de Yerewolo et une des plus grandes militantes du mouvement panafricaniste au Mali. On a Assimi lui-même, Goïta, qui était un patriote qui suivait depuis très longtemps le combat panafricaniste que nous menions depuis un certain nombre d'années. Ça, c'est quelque chose qui est du domaine du factuel. Quand tu vas en Guinée, il y a beaucoup de choses à dire sur la Guinée, il y a des choses qui vont bien, d'autres choses qui vont moins bien. Mamadi Doumbouya, c'est un militaire qui suit ce combat panafricaniste, là aussi depuis des années, qui essaye de faire à son niveau ce qu'il peut pour faire avancer les choses. Donc ça veut dire que cette société civile, elle n'est pas appuyée quelque part par des militaires, ou en tout cas par des forces capables de les protéger, ou en tout cas de faire peser le poids. Voilà. À l'heure actuelle, même les politiciens, les présidents que nous voyons aujourd'hui, s'il n'y a pas les militaires qui les soutiennent, on l'a vu avec Alpha Condé, c'est siège éjectable. C'est comme Super Mario Bros, il va sauter. Et c'est ça la réalité, c'est que aujourd'hui, les militaires c'est comme l'oiseau sur le toit de l'église. Ça va, la girouette, c'est ça. Ça va dans un sens ou ça va dans un autre. En fonction de l'énergie qui est exposée, exprimée, propagée par la population. Quand la population prend ses responsabilités, les militaires suivent. Observons ce qui va d'ailleurs se passer peut-être du côté du Sénégal. Parce que le Sénégal, ce que Macky est en train de faire, elle est en train de créer son propre cercueil politique. En persécutant le frère Ousmane Sonko, c'est vers cette direction qu'il est en train d'aller. Et à un moment donné, les militaires, ce sont eux qui donnent le tempo des sociétés dans lesquelles nous sommes installés. Alors maintenant, on a le choix entre des militaires complètement corrompus, comme certains fous qu'on a eu dans l'histoire, des militaires patriotes comme Jerry Rawlings, comme Thomas Sankara, comme Kadhafi, qui se sont battus pour leurs idéaux avec les critiques qui peuvent être apposées ça et là, mais qui ont fait en sorte quand même de faire avancer les conditions de vie de nos populations. Donc moi, je pense que les militaires, que ce soit des gens comme Assimi, des gens comme Mamadi Doumbouya, etc. Et Traoré, Ibrahim Traoré est quelqu'un qui va pour moi dans la bonne direction. Et j'ai beaucoup aimé lorsqu'il a dit que, avant de demander aux autres de venir nous assister, il parlait de Wagner, il est important que nous soyons nos propres Wagner, et que donc des gens s'engagent comme des militaires civils, des citoyens volontaires qui s'engagent pour défendre leur pays. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Maintenant, si les présidents ne veulent pas faire ça, il faut qu'on soit aussi capable de se défendre par toutes les voies. Alors, on va parler de ce livre-là, et je vais commencer par le chapitre 6, où il est question de quilombanité généralisée.
où tu parles des diasporas noires. Spoil grave, c'est comme là, je veux voir un film et puis il me raconte la fin déjà. Je suis en train de me spoiler mon livre. Non, pas du tout. Moi, je voudrais qu'on parle justement des diasporas. Tu es issu de la diaspora. Bien sûr, je le revendique. Tu es né ici. Bien sûr, j'ai vécu 30 ans de ma vie ici. Voilà. Alors, dans ton combat, justement, comment la diaspora ici en France, franco-africaine ici, peut se saisir de ce combat? Enfin, dans quel état d'esprit elle est? Je sais que tu as fait une conférence, beaucoup des nôtres étaient présents. Comment ça se passe? Dans la mesure où il y a un sondage, je pense que tu es au courant, qui dit que 71% des Noirs en France, on n'a pas le droit de dire Noirs ici, mais en tout cas des Franco-Africains ici, se sentent victimes de racisme à tous les niveaux. Donc c'est quand même énorme. C'est le constat de la réalité de notre peuple d'Occident. Comment on doit se saisir justement de ce que tu nous apprends, que tu nous dis dans ce livre? Comment nous, les diasporas, on doit se saisir de ça pour marquer notre place? Est-ce qu'on doit rentrer en Afrique? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ça, c'était mon message il y a de nombreuses années. J'étais persuadé, mais la réflexion évolue, j'étais persuadé qu'il fallait qu'on rentre parce qu'ici, il n'y aura que des errances. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que le livre est abouti, en fait. Oui, c'est mon livre. J'ai même dit à mon équipe, et même lors de la conférence, le meeting du week-end dernier, que ça sera probablement, pas sûr, mais peut-être mon dernier livre, parce que c'est le livre où j'ai tout dit. Quand on parle de Quilombo, de quilombanité, on parle de Quilombo. Quilombo, ce sont des espaces autonomes qui étaient créés par des esclaves rebelles, déportés donc évidemment, et qui pour fuir et s'éloigner de la plantation, ils sont allés dans les montagnes et ils ont créé leurs espaces. Oui. Société autonome, en agriculture, une économie locale. Les nègres marrons. Éducation locale. Les nègres marrons, exactement. Voilà. C'était les sociétés des nègres marrons. Et ce qui est intéressant, c'est un terme d'ailleurs qui vient du Congo à la base, Quilombo, d'accord, qui à la base étaient des centres d'éducation traditionnelle, spirituelle, pour élever nos enfants, d'accord. Et ça a été réutilisé par des esclaves déportés dans ces régions du monde, parce qu'en effet, la vie est une école de 1, et créer sa société est une école aussi. Et moi, je pense que, pour revenir maintenant à la question que tu poses par rapport à nos communautés, quand je parle de quilombanité, c'est la nécessité de comprendre qu'on n'aura pas... La meilleure façon d'exister dans un monde qui n'est pas le nôtre, c'est de construire le nôtre. Ah, mais attends, le monde, il nous appartient, enfin, ce monde-là. J'arrive. Le monde occidental, moi, personnellement, j'ai pas envie... La société... on va dire la mentalité occidentale. C'est de ça dont je parle. Parce que moi, j'ai envie de dire que... Enfin, c'est l'un de mes leitmotivs, c'est que avant, nous avons été arrachés de force de notre continent mère, mais on a toujours existé partout. Donc pourquoi on doit se dire mais j'ai pas le droit de quitter le continent africain, l'Europe. C'est pas le message, même si je pense qu'on ait une logique de conquérance, enfin qu'on soit des conquérants partout dans le monde. Moi, ce que je dis, c'est que le plus grand des paradis, selon mon expérience, ça reste le continent africain de manière factuelle, et que quand je voyage partout, j'arrive pas à comprendre qu'on ait trop envie. On peut visiter, voyager, mais le bonheur, je le vois sur le continent, et je ne le dis vraiment pas de manière démagogique, je le dis du fond de mon âme. Maintenant, il y a une réalité qui est que tout le monde ne rentrera pas, je le disais tout à l'heure. Et donc, il faut que les gens soient capables de s'organiser de là où ils sont. Mais s'organiser de là où ils sont ne signifie pas mendier une place dans un système qui a été fait par d'autres. Il est aussi important, c'est l'adage que je répète tout le temps, de l'exclusion d'un peuple par un autre, n'est la volonté pour le peuple exclu de se constituer sa propre puissance. J'admire profondément les Chinois dans leur capacité à créer leur propre écosystème dans des pays qui ne sont pas les leurs, ne pas mendier des places ou des quotas aux télévisions, créer leur propre espace et faire en sorte qu'il y ait une économie interne qui soit présente, et même les gens des autres communautés viennent par la suite consommer chez eux. Comment créer ça ici ? Je pense qu'on est à une ère, et c'est un petit peu aussi la ligne, quand on parlait du meeting contre la négrophobie, la meilleure force et la meilleure arme contre la négrophobie, c'est une solidité économique communautaire. Nos communautés passent leur temps à dépenser à l'extérieur. Des consommateurs. On est les plus grands consommateurs, mais il y a des producteurs. On est de plus en plus nombreux à produire dans la diaspora.
Mais ces producteurs-là, malheureusement, ne sont pas toujours sollicités. Ils sont un peu isolés. Ils sont isolés, et manque de visibilité. Exactement, et c'est pour ça un manque de solidarité. Ce qui me fait dire aussi, et la question est importante, ok, il y a... C'est pas forcément les méchants, mais disons, on a compris, mais il y a aussi notre part de responsabilité. Mais c'est ce que je dis en priorité. Parce qu'aujourd'hui, on a tous les moyens, grâce à Internet, de pouvoir nous constituer comme étant une force. Totalement. On voit les Chinois, ils s'accaparent, ils prennent les cafés, enfin ils prennent tous les territoires, on va dire, économiques. À Château-Rouge, qui devrait être notre lieu d'enrichissement. Notre Harlem. Mais c'est encore les Asiatiques qui vendent nos propres produits. Donc est-ce que c'est le résultat de ce système toujours que tu dénonces? Comment en sortir en fait? Moi je dis qu'il faut aussi qu'on soit capable d'être dans l'autocritique. Oui. On ne va pas perpétuellement dire que c'est le problème, c'est les autres. Alors j'aimerais justement que tu dises aux personnes qui nous regardent, à la jeunesse, aux dirigeants, qu'il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités, c'est très important. C'est ce que je dis tout le temps et je vais le redire encore, qu'il est évident qu'on ne pourra pas en 2023 répéter toujours que c'est de la faute de la colonisation ou de l'esclavage si on n'est pas capable de se donner la main. Il y a un moment donné où je dis que le plus grand ennemi de notre communauté, ce n'est pas l'extérieur, c'est nous-mêmes. Notre manque de volonté de nous entraider. Quand on voit quelqu'un briller chez nous, ce refus de vouloir le soutenir, l'accompagner. Ce n'est pas quelque chose de généralisé parce qu'il y a quand même une poussée de fièvre communautaire et de solidarité que je vois un peu partout dans nos diasporas. Au-delà même du continent, c'est important qu'on puisse le dire aussi. Mais donc, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'entrepreneurs afro-descendants parce qu'on n'a jamais eu autant d'afro-descendants dans la diaspora. C'est quelque chose qui est important aussi de dire. Internet, c'est le moyen de communication qui nous permet de communiquer le mieux possible entre nous. On a tous les moyens, les éléments pour que l'on puisse être dans cette voie de solidarité. Le meeting que nous avons fait et les meetings que nous avons partout, j'ai comme obsession à chaque fois de mettre en avant les producteurs locaux. Je sais qu'il y a toujours de grosses affluences et je veux que nos producteurs viennent, exposent leurs produits à la communauté et qu'on rappelle, vous vous plaignez de racisme. Vous savez c'est quoi la meilleure façon de lutter contre le racisme? Soyez capable de consommer chez vous pour qu'on soit une communauté économiquement parlant forte. Tout à fait. Et qui puisse peser aussi vis-à-vis des autres. C'est la seule voie. Ah oui, comme on dit, il n'y a pas de racisme dans le capitalisme. Au niveau, en fait, dans le capitalisme, il n'y a pas de racisme si vraiment on a un pouvoir économique. Les gens ne feront plus vraiment attention à la couleur de peau. Même si, je le dis, je suis un anticapitaliste viscéral, mais je pense qu'il y a l'économie solidaire, c'est quelque chose qui est une base pour que l'on puisse avancer. Et une communauté qui collectivement pèse, c'est ce que l'on parle, quand on parle de l'alodo en Fongbe chez moi, on parle de l'entraide, ou l'endosolidarisme. Une communauté qui pèse économiquement, qui comprend la nécessité de s'entraider, de marcher ensemble, aller consommer chez l'un plutôt qu'aller consommer à l'extérieur, c'est ce que les Juifs font, ça marche. C'est ce que les Chinois font, ça marche. C'est ce que les Libanais font, ça marche. Soyons capables de le faire pourquoi aussi. Ça ne marche pas chez nous? Parce qu'il y a aussi un ego hypertrophié chez nous. Une noirceur chez nous? La noirceur, ça serait un symbole de puissance, mais pour moi, la noirceur, c'est la puissance. Je ne prends pas leur lexique comme argent comptant. Mais, et ça c'était une taquinerie, mais je pense qu'il y a chez nous, et là pour le coup c'est peut-être le fruit de l'histoire, mais on ne doit pas rester incarcéré dans cela, des égos profondément détruits, qui ont fait que quand on voit des gens chez nous qui brillent, certains d'entre nous ont du mal à vouloir les accompagner. Je pense que nous tous ici, chacun dans son domaine, nous avons été confrontés à ces réalités. Mais ce n'est pas du fatalisme. On a une ère aujourd'hui, je trouve, de basculement, où les nouvelles générations sont, je le ressens profondément, beaucoup moins touchées par ces mots MAUX, et ça donne une dynamique collective beaucoup plus importante, selon moi. Est-ce que aussi le problème ne vient pas que j'ai l'impression qu'il y a aussi un autodénigrement entre nous, parce que je pense que les... Mais il est dû à quoi cet autodénigrement? Il y a une méfiance entre nous, et c'est vrai que je pense qu'elle prend racine effectivement dans le colonialisme ou dans l'esclavage, où effectivement quelque part on était chacun en opposition, et donc de voir que quelqu'un propose un produit, peut-être il y a toujours cette méfiance. Mais c'est là où je trouve que le livre panafricanité,
panafricanité à son sens, parce qu'effectivement, il faut travailler sur la racine et sur cette panafricanité pour que le Camerounais puisse consommer ce que consomme l'Ivoirien. Voilà. Et c'est ce message-là qu'il faudra arriver à passer. Tout à fait. Donc en fait, en quelque sorte, dans ce livre-là, tu réponds à la théorie morbide de William Lynch. Ah oui, c'est sûr que... Parce que c'est aussi une des conséquences. Hein, bien sûr. Moi, je pense que la meilleure façon de détruire le discours de Lynch, c'est d'être capable de revenir au-delà de nos humanités classiques, mais à la dimension métaphysique de nos populations, ce que nous sommes réellement. Il y a quelque chose qui symbolise pour moi cet ouvrage et qui symbolise le monde dans lequel nous sommes véritablement. Les Occidentaux ont une perception du progrès qui est enracinée dans l'accumulation des biens matériels, le développement des différents moyens technologiques, le développement de la science dans son aspect, dans son acception matérialiste, là où nos populations, le progrès nous enracine plus que jamais dans la logique de la tradition. Parce que pour nous, nous sommes dans une ère de ce que les métaphysiciens appellent l'âge d'or. Dans la logique de l'être. Exactement. Alors, je vais commencer donc. Je vais aller au début du livre. Donc, il faut vous le procurer. Donc, Kémy Séba. Philosophie de la panafricanité fondamentale, publié chez Fiat Lux, édition, donc avant-propos. Déjà, on entre vraiment dans il résume vraiment l'ouvrage. Et si nous vivions dans un monde où les valeurs présentées comme les normes mondiales devant être respectées et appliquées par tous les peuples constituent en fait la quintessence de la régression de l'humanité. Et si ce que l'on nous présentait comme le progrès n'était en fait que barbarisation, une chute vers un puits sans fond, une existentielle négation de notre entité dans sa plus pure divinité. Dans toutes les capitales du monde, l'homme et la femme courent à pas, parfois volontaires, parfois forcés, vers ce que l'oligarchie mondiale leur a dit être l'avancement de l'humanité, le modernisme et son tragique corollaire, le matérialisme. Alors, tu parles tout le monde est concerné, l'Africain urbanisé, les populations noires des grandes villes, hors d'Afrique, ne font d'ailleurs pas exception à cette course insensée au dit matérialisme qui de fait nous pousse, lorsque l'on en a les possibilités, à surconsommer. C'est un constat, c'est réel. Et j'ai l'impression en fait que ce livre que nous devons tous lire, je pense, les autres aussi devraient le lire. Parce que je pense qu'on est arrivé, même de l'autre côté, chez les Occidentaux, à une espèce d'essoufflement, à un effondrement, mais on a tout ça, on a créé des guerres, on a rendu des gens esclaves pour la consommation, pour les biens matériels, et on n'est pas fichu d'être riche, on n'est pas plus heureux. Exactement. Et donc je pense que ce livre, il est révélateur en fait d'un effondrement sociétal, mondial. Les gens se rendent compte que courir après la richesse, finalement, ça... Et il y a un besoin de part et d'autre, d'aussi bien de l'autre côté que de l'autre côté, justement de puiser dans ce livre-là pour se dire, en fait, finalement, on s'est trompé sur toute la ligne. C'est ça. C'est exactement. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur... Tu as fait tomber sur tes mais tout en sachant que quand même, dans notre diaspora et même sur le continent africain, j'ai l'impression que justement, on est en train de courir après cette richesse et derrière justement ce côté matériel. Moi, je le vois, par exemple, je vais au Congo, les gens, ils ont le dernier iPhone, alors que le réseau ne suit pas. Donc en fait, je vais dire que on est dans ce schéma inverse. C'est très important ce que tu dis, mais je ne généraliserai pas la réalité dont on parle dans le livre des grandes villes à l'ensemble de nos pays. Le problème, c'est qu'on a tendance parfois à se dire le Congo, c'est Kinshasa, le Bénin, c'est Cotonou, le Cameroun, c'est Douala, Yaoundé, mais l'arrière-garde et la majorité de nos pays, ce sont aussi nos villages. Et nos villages sont les plus grands défenseurs de la tradition. Défenseurs, justement, de cette perception de la tradition et les plus grands résistants à ce modernisme dérégulé, ce qui ne signifie pas que le modernisme ne passe pas. Tout le monde, même dans les villages aujourd'hui, a le téléphone. Moi qui te parle, qui critique le modernisme, j'ai un téléphone. Donc la question n'est pas de renier le réel, mais c'est de partir du réel et de faire une autocritique qui nous permette de nous rapprocher de ce que nous sommes censés être. À un moment donné, dans l'ouvrage, je dis, qui n'a pas, en voyageant, établi un barème
de degré de développement. Je vais dans un pays, c'est génial, c'est développé. Ils ont des bons hôtels, ils ont des métros, ils ont des bons transports en commun. J'ai vu McDo, etc. Je caricature. Mais la réalité, c'est que la quasi-totalité des nôtres, et l'être humain dans sa globalité, nous sommes tombés dans ce piège d'une perception du monde qui est devenue généralisée. C'est une forme de colonialisme, en réalité, le modernisme. Alors que, voilà, c'est ça. Alors que le progrès des uns, je le redis, n'est pas le progrès des autres. Aujourd'hui, quand je vois le développement de leur science qui leur permet, par des hormones de transition, d'avoir des femmes qui deviennent hommes, mais qui, en gardant leurs organes génitaux, peuvent accoucher, écoute, moi, je ne juge pas, je ne jugerai jamais les gens. Chaque civilisation fait ce qu'elle pense être bon. Mais le progrès des uns n'est pas le progrès des autres. Oui, mais par exemple, nous de la diaspora qui souhaitons retourner sur le continent, on aimerait quand même avoir un certain niveau de confort. C'est vrai que quand tu vas au fin fond de certaines contrées, que tu n'as pas de réseau, ou même quand tu arrives à l'aéroport, des fois, certains, t'as des petites... Moi, je pense qu'il y a un juste milieu. Voilà, c'est gênant. Je pense qu'il y a un juste milieu et qu'il ne faut pas circonscrire la réalité de la qualité du réseau à une simple démarche moderniste. Pourquoi je te dis ça? Tu sais, le monde est une succession de cycles. Et pour qu'il y ait le jour, il faut que la nuit touche à son terme. Et pour qu'il y ait la nuit, il faut que la journée touche à son terme. On est dans un cycle de dégénérescence, de déclin profondément. René Guénon parlait de la crise du monde moderne dans les années 20. On y est plus que jamais en 2023. Et cette crise va laisser place à quelque chose d'autre, de nouveau. Quoi qu'on en dise, c'est irréversible. C'est pour ça que l'Occident, aujourd'hui, est en train de perdre son influence à différents endroits dans le monde. Mais cela ne signifie pas que tout ce qui est issu de ce monde moderne est antagoniste avec la dimension des nôtres dans la tradition. Donc en fait, tu es en train de dire que nous, on doit rester dans la tradition. Dans la tradition, il y a une forme... La tradition, c'est aussi une forme de modernité. Enfin, la tradition est intemporelle. Les gens confondent la tradition avec l'obsolescence ou avec ce qui est du domaine de la péremption. C'est pas ça. Parce qu'eux aussi, ils ont une forme de traditionnalité qu'ils revendiquent. Je dirais coutume plus que tradition. Il y a une dichotomie entre coutume et tradition. La tradition est enracinée dans le divin, dans le spirituel, là où la coutume, c'est beaucoup plus incarcéré dans la perception de l'homme par rapport à un certain nombre de... Donc quand tu dis qu'elle est enracinée dans le divin... c'est dans l'immatériel. Là où la coutume, par exemple, je prends les cérémonies basques, ils sont très dans la coutume, les Occidentaux. Cérémonie basque, on va faire la fête, mais on n'est pas dans une dimension de transcendance. On est dans une dimension de c'est comme ça que nos aïeux faisaient, etc. Voilà, c'est pas forcément relié aux ancêtres. Je pense qu'il y a quand même, si on parle de leur religion, leur qui Dieu... ne pratique plus. Oui. Puisqu'on est quand même dans la civilisation de l'athéisme. Leur Dieu, un certain Blaise Pascal, c'est quand même... on n'est pas dans la coutume, là, on est dans quand même du spirituel. J'aurais vraiment tendance à mettre des... C'est pour ça qu'il faut qu'on... faut le lire. Quand on aura lu le livre, on va en reparler. Parce que je développe beaucoup ça. Et je dis que le peuple, et là je reprends un petit peu ce que dit Francis Cresswell-Singh, à qui je tire mon hommage, paix à son âme, lorsqu'elle parle de l'histoire du peuple caucasien, c'est un peuple qui est issu du monde moderne, de l'ère moderne, de ce que René Guénon appelait l'âge de fer. Ces 6000 dernières années, quand Chancellor Williams parle de la destruction des civilisations noires, il y a un peuple qui a émergé, le peuple caucasien, qui allait partout, vallée de l'Indus, Amérique du Sud, Afrique, Océan. Partout où ils sont allés, ils ont détruit les civilisations originelles. Et ils ont imposé leur monde, qui était un monde incarcéré dans le matériel. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de dimension immatérielle. Et c'est là où je te rejoins. Mais il y est arrivé un moment, et je le raconte dans le livre, où la dimension immatérielle, c'est au fur et à mesure, notamment à travers l'émergence des Lumières. Oui, mais est-ce qu'elle ne s'est pas aussi imposée par le fait tout simplement que naturel, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un environnement froid? C'est exactement ce que je dis. Mais celui qui est privé du confort matériel aura pour obsession de le chercher. Celui qui a le confort matériel, tuer, tout à fait. On a eu beaucoup de chance parce que en Afrique, on a tout. Donc en ayant tout,
Donc c'est parce qu'ils ont eu peu qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. C'est exactement ce que je dis dans le livre. Tu me spoil beaucoup. J'ai pas, vraiment, je porte plainte. Olivier, tu portes tes plaintes. C'était un peu ce que Champollion disait dans son livre quand il parlait de l'Égypte. Il y avait des populations qui étaient à fuir en quelque sorte et à éviter. Donc il décrivait en fait quelque part la population qui vivait dans les grottes avec des cheveux longs, en fait, et qui se basait sur la violence et sur la spoliation des terres pour prospérer. Il y a des ouvrages aussi écrits par des Noirs américains, les Afro-Américains, qui disent, pour expliquer en fait cette, comment on appelle ça, cette barbarie de ce côté-là, qu'il y a un sentiment de jalousie extrême envers qui nous sommes. Ce qui est intéressant, c'est dans leur ADN en fait. Au Congo, quand on parle du peuple originel, on parle de l'homme accompli, le Muntu. Et quand on parle du Mundele, on parle de quelqu'un qui n'est pas dans l'accomplissement, mais quelque part dans la dérégulation par rapport à un certain nombre de principes. Et je pense que cette description, elle est magnifique, parce que ça permet de rappeler que l'occidental, le caucasien, comme le dit Francis Cress-Welsing, est issu de nous. Mais il a perdu quelque chose. Ça ne nous rend pas supérieurs au sens... On n'est pas dans c'est bien de le dire. On n'est pas dans un discours suprémaciste. Non, c'est la preuve. Aujourd'hui, il a perdu quelque chose, mais c'est la civilisation qui domine le monde. Donc, on n'est pas dans une course. On n'est pas en Formule 1. Mais on est dans une description par rapport à un certain nombre de principes et de valeurs. Et la population caucasienne est arrivée dans un environnement où elle a été obligée de jouer sur la loi du plus fort et sur la survie. Et ça a développé en elle cette quête de survie et cette volonté d'espace vital un peu partout. Mais quand ça se fait que nous, on n'a pas cette quête de survie? Parce que moi, effectivement, j'ai l'impression qu'on suit plutôt le mauvais exemple plutôt que de finalement revenir à nos bases. Moi, je pense qu'il ne faut jamais... Ah oui, tu veux dire en les suivant eux? Oui, tout à fait, oui. Oui, ce qui est sûr, c'est que... Et ça, c'est un problème aussi de l'ère dans laquelle nous sommes. On est dans un monde aujourd'hui où de plus en plus des gens parmi les nôtres nous parlent, oui, c'est le capitaliste qui va faire. Au moment où le système capitaliste est en train de s'effondrer, c'est là où les nôtres, ah ouais, c'est génial cette idéologie, etc. Je dis qu'il faut qu'il y ait un recul sur cette dimension. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout cracher, il faut tout rejeter, de la nécessité quelque part de réunir un certain nombre de capitaux. Tout dépend de ce que tu fais de ces capitaux-là. La différence est de taille. Mais je pense profondément que nos sociétés, nos populations gagneront forcément, fondamentalement, à revenir à leurs principes primordiaux sans être dans une caricature dans laquelle certains sont tombés, dans le cas de certains courants idéologiques que je ne citerai pas liés à la cause noire, où on finit par être incarcéré dans l'immuable et à ne pas être capable d'interagir avec le monde réel. Or, moi, ce qui m'intéresse dans la panafricanité, dans la dimension de la métaphysique, c'est cette possibilité que l'on a de faire des ponts de liaison entre la compréhension de la métaphysique et la géopolitique. Parce que ce qui compte, au final, c'est pouvoir redonner aux nôtres la possibilité de reconquérir leur propre puissance. Alors, on marque une petite pause parce que la calebasse, elle voudrait poser des questions à Kémy Séba, n'est-ce pas? Kémy, tu es prêt? Je suis toujours prêt. Ok, tu es toujours prêt. Bon. Première question. Quelle est ta plus grande peur? Ben ouais, ça c'est... Est-ce que Kémy Séba a peur? Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur? Peur, non. Peur de ne... Quelle est ta plus grande peur? En fait, je ne fonctionne pas en termes de peur, donc c'est très difficile, mais je vais essayer de me prêter au jeu. En disant en termes de quoi? Non, je raisonne en termes d'objectifs. J'ai pas peur. La notion de peur, c'est pas quelque chose qui me... À part Dieu. Dieu me fait peur, oui. Je l'aime, mais un peu. Dieu, tu le vois comment? Je le vois comme l'autorité qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendrée, qui est miséricordieux, mais qui peut être aussi le sanctionneur. Quand tu fais quelque chose de négatif, peur de ne pas être à la hauteur parfois des objectifs que je me fixe. Est-ce que c'est une peur? Non. Mais je suis un perfectionniste maladif. Je rends malade d'ailleurs mon équipe tout le temps. Parfois ils me disent que les choses c'est bien fait, je vois toujours des problèmes. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on progresse. Et oui, je souhaite avoir le temps de faire tout ce que je me suis fixé comme objectif. Pour l'instant, on est sur le bon chemin. Il y a des choses. Justement, tu vas aller jusqu'où? Tu dis que ce livre-là, c'est peut-être le dernier.
Je ne vais pas tout dire. Je ne vais pas tout dire. Je sais qu'on a eu une discussion, mais tu as sûrement oublié, où je vais la poser, la question. Est-ce que finalement... Ah bon. Est-ce que finalement, tu serais pas un jour, tu n'aurais pas envie un jour d'être un président de la République? Je suis déjà président de l'ONG, c'est suffisant. Oh là là. Langue de bois. Langue de bois, là. Non. Devant le miroir. Président de l'Union africaine. Est-ce que c'est plus l'Union africaine ou plus un pays particulier? Il y a une chose qui est certaine, c'est que non, malheureusement, on n'est pas en toi, Afrique. il baisse même le... Non, il y a une chose qui est certaine, c'est que malheureusement en Afrique... Ça te traverse l'esprit. On n'est pas comme l'Union européenne, que je critique sur bien les aspects, où il y a des élections européennes. Et en Afrique, il n'y a pas d'élections africaines. Forcément. Ce sont des nominations par des dirigeants bien souvent mal élus qui envoient les gens de leur clan siéger au Parlement de l'Union africaine. Donc on n'est pas dans la même dimension, dans la même dynamique, ça changera sans doute aussi. Est-ce que j'ai des objectifs institutionnels pour parler est-ce que tu vas un jour diriger un pays? Écoute, grande sœur, il ne faut pas insulter l'avenir, mais ce n'est pas quelque chose auquel je pense pour l'instant. D'accord. Voilà. Et pourquoi? Bon. J'ai beaucoup de choses auxquelles je pense pour l'instant. Rendez-vous dans quelques années. Crois pas. Alors, le roi David. Quand je dis le roi David, ça t'inspire? Pas particulièrement. Pourquoi? Parce que Dis-moi, ça pourquoi a été un grand dirigeant. Enfin, il a une belle histoire, le roi David. Tu peux me la rappeler? Moi, alors, je suis plus il n'était pas destiné à être Non, roi. Il gardait les moutons. D'accord. Et puis, il avait d'autres frères qui étaient capables de vaincre un géant. Ah, tu parles de David contre Goliath? De David, oui, tout à fait. Ah, d'accord, ok. Oui. Ok. Le roi David. Ah oui, ce qui est sûr, c'est qu'on est perpétuellement dans cette réalité du David contre Goliath. C'est évident, c'est sûr, grande sœur. Oui. Et ton Goliath, c'est la France-Afrique et ses marionnettes que sont nos dirigeants, notamment Patrice Talon. Je ne vais pas faire de name dropping parce qu'on est sur Vox Africa quand même. J'ai pas envie que vous soyez convoqués après. Oui. Mais moi, ça ne me dérange pas de l'être. Mais oui, c'est la France-Afrique et ceux qui agissent tels des marionnettes de cette même France-Afrique-là. Oui. Alors moi j'ai une question, parce qu'il vient d'évoquer le Bénin avec Patrice Talon. Il y a récemment eu les élections législatives au mois de janvier. Il y a eu donc l'APP, il y a eu le Parti communiste, pour lequel tu t'es rallié d'ailleurs. Le Parti communiste n'a pas participé. Et justement, j'allais y venir. Les deux ont appelé un boycott massif, justement. Donc ce qui aurait permis d'avoir quelque part un vote anti-sanction. Je pense que même s'il n'y avait pas eu d'appel, il y aurait eu sanction, parce que le Béninois est fatigué en fait de la comédie que nous vivons aujourd'hui, qui fait ressembler le Bénin à la République du Gondwana de Maman. C'est-à-dire qu'on est dans une comédie où Talon élimine les opposants, les pousse à l'exil, les jette en prison. On va dire que le Parti communiste et nous autres, d'urgence panafricaniste, nous sommes les seuls aujourd'hui qui donnons de la voix sur le terrain contre le régime. Alors le Parti communiste, il sait très bien qu'ils ont été mis en prison toute leur vie, ça n'a rien changé. Moi, il sait très bien que la prison n'est pas un problème pour moi et que de deux, Talon a quand même l'intelligence de savoir qu'il y a des gens, s'ils s'attaquent, lui qui va être bien vu du reste des Africains, il va être très mal perçu. Parce que le panafricanisme a le vent en poupe aujourd'hui, et Talon observe énormément cela. Maintenant, les élections législatives étaient une comédie. Le parti de Yahya Boni qui s'est présenté, les démocrates, tous les candidats qui pouvaient gêner Talon ont été empêchés de concourir, et Talon a imposé ses candidats dans le camp de son adversaire. C'est comme, quand je vous dis qu'on est dans une république du Gondwana, c'est une réalité. Ma grande sœur qui est du Cameroun sait que ce sont du Gabon. Du Gabon. Ah, pardon. Tu vois, depuis tant d'années, je pensais que tu étais du Cameroun, du Gabon. Pourtant, tu as fait le lien tout à l'heure. Tu as dit Bongo, tu peux pas avoir de problème. Non, parce que je parlais de manière générale. De façon générale. Je n'ai pas persuadé que tu étais. Ok, d'accord. Donc on apprend toujours. Et donc c'est une comédie, le Bénin, à l'heure actuelle. Et Talon a pour avantage, pour l'instant, d'être l'homme le plus riche du pays, et donc de pouvoir acheter tout et n'importe quoi, de pouvoir faire taire tout et n'importe quoi. Mais il arrive un moment où il y a des gens qui émergent et qui peuvent capter une colère légitime qui est au sein de la population.
Et le monde est vaste. Moi, je voudrais rebondir justement sur le Bénin, parce que c'est bien qu'on en parle. Moi, j'en ai une perception différente. Hein. Bien sûr, en tant qu'économiste, peut-être. Voilà, exactement, et j'y vis pas. Effectivement, Talon, c'est pour moi l'un des premiers présidents, en tout cas africains, de la partie francophone, qui est un capitaine d'industrie qui vient au pouvoir, un peu comme Trump aurait pu l'être. J'ai différencie beaucoup Trump de Talon. Bien sûr, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est des capitaines d'industrie qui sont maintenant qui sont maintenant au pouvoir. Moi, par contre, j'ai eu l'occasion de passer au Bénin très rapidement. J'ai fait une escale et je revenais d'Afrique centrale, oui. Et quand je suis arrivé, t'étais ébloui. Exactement. Et je veux dire que moi aussi pareil. Je me suis dit, c'est vrai que bon, Kémy le tartine bien. Parce que nous on y vit et on sait ce qui se passe. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu tout ce côté très urbanisé. Je me suis dit que comme il a fait un certain travail. Mais Talon est un génie, mon frère, pour la mystification. C'est-à-dire qu'il a construit l'aéroport et un certain nombre de kilomètres autour de l'aéroport, le centre-ville, tout à fait, ouais. Pour justement les visiteurs. Pour que quand ils arrivent, ils fassent... Ils soient éblouis. Ah ben j'étais ébloui. Et puis quand tu dépasses le précaré, tu te rends compte que tu es dans Koh-Lanta. J'exagère en disant ça, mais pour dire qu'en gros... Pour dire qu'en gros, Talon a compris... C'est magicien. A compris, encore on est bien plus beau que Koh-Lanta évidemment, mais a compris qu'il faut... De quelle manière il faut... séduire et manipuler l'opinion. Il fait sa grande statue d'Amazon alors qu'il détruit les foyers en paupérisant de manière extrême. Aujourd'hui, on n'a jamais été autant dans un degré de pauvreté, dans un taux de pauvreté au Bénin, que c'est le cas depuis qu'il a pris le pouvoir. Ça, ce sont des dimensions que ce soit le Parti communiste avec lequel nous sommes alliés pour l'instant, ou d'autres forces politiques qui sont opposantes de Talon, et même des gens parfois issus de son propre sérail, le savent. Et c'est pour ça que son deuxième mandat, Talon a dit, il reconnaît que son premier mandat, il n'a pas tenu compte des questions sociales. Il est capable de le reconnaître au moins. Et donc, il avait dit que le deuxième mandat, il allait faire un effort. L'effort, nous ne le voyons pas aujourd'hui, c'est une réalité. Mais, tu sais, le développement, il y a le développement infrastructurel, qui est pour lui circonscrit à certaines zones de Cotonou, et puis il y a le développement humain. Le développement humain, le degré d'appauvrissement de nos populations n'a jamais été aussi grand. Talon, on dit capitaine d'industrie, tout le monde a voté pour lui quand il arrivait en se disant « il est riche, il ne va pas voler ». Sauf que les gens n'avaient pas anticipé un fait, c'est que lorsqu'il était dans l'opposition, lorsqu'il a été chassé, persécuté au Bénin par Yaya Boni, c'est leurs histoires entre eux, là, entre les grands, d'accord, entre les géants, Talon s'est beaucoup endetté. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, il a été dans une dimension de vendetta, de récupérer bon nombre de choses qu'il estimait qui lui étaient volées. Alors. Et je termine juste dessus, parce que c'est très important. Aujourd'hui, tous les secteurs économiques vitaux, tout le monde sait que c'est Talon qui les accapare. On est dans un conflit d'intérêts qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de ce pays. On est face au plus grand prédateur économique de ce pays. Je le dis avec une grande... Et je vis au Bénin, je vais au Bénin, je lui dis dans les yeux, s'il veut m'arrêter, il m'arrête. On est dans un état extrêmement grave. Et je pense que si on n'informe pas les populations à l'extérieur, elles vont rester juste médusées, manipulées par la grande statue de l'Amazone, par le goudron, parce qu'on est à un stade aujourd'hui tellement bas que quand on voit un peu de goudron sur plus de 100 mètres, on se dit « Oh, c'est le développement !» Alors justement, justement, tu parles du président du Bénin. Je peux dire le président du Gabon aussi. Oui, tu parles de prédation. Finalement, tous ces hommes au pouvoir, ils ont échoué. Pas tous, mais ceux qui n'ont pas échoué sont tués. Oui. Ouais. Bon. Cette intelligence qu'on leur reconnaît à arriver au pouvoir et ensuite à donner l'illusion que ça se passe bien, parce que moi aussi j'ai une autre image du Bénin. C'est quand même le pays qui a inauguré les conférences nationales. Il y a quand même il a violé les conférences nationales, lui. Oui, bon. Puisque c'était le multipartisme, ça n'existe plus. Oui. Donc moi, ma question, c'est cette prédation des politiques des présidents africains. En fait, on va même généraliser cette prédation de l'homme, en fait, qui s'approprie le pouvoir. On parle de Macron. Finalement, j'ai l'impression que les hommes ont échoué quelque part. Là, la question, c'est pour te dire, et la femme dans ton combat, tu la places à quel niveau? On est des sociétés à la fois matrilinéaires et des sociétés où la femme a toujours été le centre de gravité
de nos populations. Sauf que le modernisme occidental et les conquêtes occidentales et arabes ont fait en sorte de donner la sensation que la femme, sa place était uniquement à la cuisine, pour reprendre une vidéo caricaturale qui m'a fait beaucoup rire. La place de la femme est à la cuisine. Bon. Aussi, mais pas seulement, évidemment. Et je pense que moi, je suis issu d'un pays qui s'appelle le Dahomey, le Bénin, où les femmes, les Amazones, étaient le centre de gravité du pouvoir politique de nos pays. Et moi, je sais que si un jour, je n'y pense pas du tout, mais si un jour, la nature fait que par accident, j'arrive à concourir à des élections où je décide de me lancer dedans, si par accident ça arrive, on n'y est vraiment pas du tout, je sais que cette réalité de mettre la femme à la place qu'elle se doit d'être sur le terrain à la fois stratégique, sur le terrain politique, sur le terrain économique et tout ce qui s'ensuit, c'est quelque chose qui se fera. Alors, ces paroles t'engagent. J'assume, mais ceux qui me lisent savent que je le dis depuis très longtemps. Quelles sont 5 choses importantes que tu vas faire avant de quitter ce monde? 5 choses importantes. J'aimerais bien... une chose très importante, j'aimerais bien assister à la naissance de mes petits-enfants. Tu as des enfants? J'ai des enfants, j'en ai 4. Okay. Comment il faut avec un papa qui... est partout, qui fait peur. Ils voient qu'à son peuple, puisqu'ils sont souvent avec moi, ils voient quand même qu'à mon peuple, je fais pas peur. Ils voient les témoignages d'affection qu'on a régulièrement dans tous les continents où on va, là où les nôtres sont installés. Et je pense qu'ils sont fiers. Donc tes enfants. Et les enfants. Première chose. Deuxième chose, j'aimerais pouvoir assister, on est en train d'y arriver je pense quand même, mais à la cessation définitive de ce système de France-Afrique qui a tué nos pères, nos mères, et qui doit connaître un arrêt définitif. Je pense qu'on est sur la bonne voie sur ce terrain, on est à mi-chemin. Il reste encore à faire, mais on est sur une bonne voie. L'autre aspect, j'aimerais véritablement assister aux États-Unis la création, ce que devrait être l'Union africaine, si on n'était pas dirigé par des corrompus, mais la création des États-Unis d'Afrique. Alors, on pourrait ne pas l'appeler comme ça, ou des États fédéraux africains, peu importe. Mais c'est quelque chose que je souhaite profondément pouvoir voir. Et je pense que ça ne dépend que de... C'est pour ça que la géopolitique est importante. Les alliances permettent aussi de changer beaucoup de choses. Notamment avec... les Russes, dont on dit que tu es très proche. Oui, je te donne un scoop, je serai à Moscou ce week-end. Comme ça, tu le sais. Avec d'autres. Et après, je serai à Cuba aussi, je serai à différents endroits. Je pense que quand on a un ennemi qui est puissant, il faut savoir faire preuve d'intelligence. Et nous aussi chercher des concurrents à eux qui sont puissants pour qu'ils se fassent la guerre. Est-ce qu'il n'y aura pas justement un changement de colon? Oui, c'est ça. Ça dépend du leadership. Oui. Je veux dire que la Chine... Des dégâts collatéraux, c'est-à-dire que... Oui. Mais la Chine n'était pas venue pour être une force coloniale. Quand ils se sont décolonisés, ils ont vu les Africains comme des partenaires. Mais ils ont vu en face d'eux des serpillères. C'est ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y avait des vrais indépendantistes qu'ils respectaient, et puis ils ont vu que ces indépendantistes ont été fauchés ou tués, et que ceux qui les ont remplacés étaient des serpillères. Eh bien, quand tu te comportes comme une serpillière, on te traite comme tel. Donc pour moi, le problème n'est pas le chinois, ou le russe, ou l'indien, ou autre. Le problème, c'est l'attitude de nos dirigeants. C'est nous-mêmes. La question que je me pose aussi, c'est parce que c'est vrai que j'entends beaucoup tes voyages justement à Cuba, en Russie, en Turquie, en Iran. Voilà. C'est quand même des États comme assez puissants, donc je pense que tu parles avec des grands. Mais quel poids tu as? Et puis effectivement, qu'est-ce que tu peux vraiment leur promettre, puisque pour l'instant, tu n'es pas au pouvoir, tu n'es qu'une ONG. Alors, c'est là où je pense qu'il faut vraiment se poser la question de la démographie politique et de la sociologie politique au XXIe siècle. Ces pays ont compris que l'Afrique, que les nouveaux centres de gravité sont, et les États-Unis eux-mêmes avant l'avaient compris, quand USAID dépense des sommes astronomiques pour financer les ONG, c'est parce qu'elles savent qu'aujourd'hui, les ONG ont parfois plus de poids au sein de la population et plus de crédibilité, ou les associations, les mouvements citoyens, que les gouvernants. Quand Barack Obama arrive au Sénégal lors de son premier voyage,
il rencontre Macky Sall parce qu'il doit le rencontrer. Le deuxième voyage, le deuxième rendez-vous, et ça avait scandalisé la présidence sénégalaise, c'était Y'en a marre. Et la présidence sénégalaise disait, mais pourquoi? Non, c'était pas Macky. Est-ce que c'était Macky ou Abdoulaye Wade? Je ne me souviens plus. C'était Macky? Ok. Et le président dit, mais pourquoi le mouvement citoyen? Il dit, mais parce qu'aujourd'hui, les mouvements citoyens sont les nouvelles forces politiques. Et quand je vais dans ces endroits, la question que tu dois te poser, c'est pourquoi tous ces pays, justement, nous font la cour. C'est parce qu'ils savent que l'audience que nous avons, et je n'en tire aucune gloire, c'est un travail collectif, mais que l'audience que nous avons, c'est une audience que, malheureusement, bon nombre de dirigeants aujourd'hui n'ont plus au sein de leur population. Je te donne une anecdote. Avant qu'il soit renversé, Roch-Marc Kaboré, l'ancien président du Burkina Faso, m'avait invité. Et il m'avait invité pour que l'on puisse parler de la manière dont il pourrait, dont je pourrais l'aider, c'était ça à l'époque, avant qu'il y ait un clash entre nous, dont je pourrais l'aider à ramener la jeunesse qui ne l'écoutait pas, mais qui, selon ses propres aveux, m'écoutait et nous écoutait. Donc on est aujourd'hui à une ère où les nouveaux moyens de communication sont les réseaux sociaux. Ce sont les premiers médias de la planète. Celui qui est absent des réseaux sociaux ne marche pas. Et dans ces réseaux sociaux, on a une force de résonance qui est très importante. Et donc ces dirigeants, ces pays le voient et se disent que s'ils veulent avoir accès à un partenariat égal avec ces populations, ou un nouveau partenariat gagnant-gagnant avec ces populations, il faut qu'ils parlent avec les nouvelles voix qui ont cette légitimité populaire, qui ne sont pas dans un cadre institutionnel, mais la société civile est aussi institutionnelle d'une certaine façon, quoi qu'on en dise. On n'a pas la capacité de voter les lois, mais on a la capacité de faire pression pour que certaines lois aillent dans certaines directions. Mais c'est ça la vraie influence. Et c'est ça la vraie influence. Et Demos Kraten, pouvoir au peuple, ouais. Je pense que les mouvements citoyens sont l'émanation de cette véritable puissance du peuple. Mais justement, ton ONG, est-ce qu'elle a noué des partenariats avec certaines ONG de ces pays que tu visites justement? Bien sûr. Bon alors, pour le coup, c'est pas forcément... Nous, on a choisi le sigle ONG parce qu'au départ, quand j'ai décidé avec d'autres de lancer cette organisation, je me suis dit que l'ONG, c'était la meilleure façon de ne pas déclarer tout de suite nos intentions. Donc on a commencé par les activités sociales, on n'a pas dit tout de suite ce qu'on pensait, et quand on s'est senti assez fort, on a commencé à lancer les hostilités politiques. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le sigle ONG. Mais on est très alliés avec... C'est pas un secret, alors ça n'a pas arrangé mon cas du côté des services de renseignement, mais ils le savent très bien qu'on est très proche du Hezbollah, qu'on est très proche du gouvernement russe, qu'on est très proche des gardiens de la révolution en Iran, on est très proche du parti politique d'Erdogan, on est très proche du parti communiste cubain en tant que tel. C'est un secret pour personne. On tire des expériences, et je pense qu'ils tirent aussi des expériences de notre manière d'agir sur le continent africain ou dans la diaspora. Mais vous discutez de quoi du coup? Vous parlez d'organisation? Je ne vais pas tout vous dire. Mais non, bien sûr. La question c'est, as-tu un secret que nous ne connaissons pas? C'est la réponse. Ça nous permettra d'aller plus. Une dernière question, après on reprend le débat. Sankara, un grand de ce monde. Un grand de ce monde, de l'ancien monde, de ce monde et du monde de demain. C'était lui-même le fruit de quelque chose. Il disait que son modèle, c'était Lumumba. C'est une course de relais, la vie. C'est notre modèle aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a compris la nécessité de l'autodétermination, qui a compris que le pouvoir, ce n'était pas simplement le dollar. Le pouvoir, c'était la force créatrice des peuples. Et je pense qu'on revient quelque part à cette dynamique de panafricanité, même s'il était beaucoup plus dans une dimension en bon socialiste qu'il était, adapté au contexte. Le contexte a changé aujourd'hui. Oui. Mais je me retrouve dans bon nombre de points qu'il évoque, évidemment. Alors, ce livre, je vous recommande de le lire. Hein. Il nous reste très peu de temps. Kémy Séba, si tu pouvais nous proposer, s'il y avait un passage qu'on doit retenir, un chapitre qu'on doit retenir, enfin, le message de ce livre, si tu pouvais le résumer en quelques minutes, ce serait quoi? La clé de la panafricanité, c'est de rappeler que malgré toutes les différences soi-disant exposées entre les Éthiopiens, les Camerounais, les Béninois, les Sénégalais, entre les Peuls, les Malinqués, etc., entre les Fonds et compagnie, on a tous une architecture sur le terrain métaphysique qui est commune. Et il y a un chapitre dans ce livre qui est l'unité métaphysique des peuples noirs. Et je vais même au-delà de la géographie africaine pour aller
dans les autres régions où notre peuple est installé. Et on se rend compte qu'on a tous une architecture commune, un créateur, un gouvernement métaphysique. Et, un gouvernement métaphysique. Ouais, que certains vont appeler le gouvernement des ancêtres. Oui. Certains vont appeler ça l'ancestralisme, d'autres vont appeler ça autrement. Et ces différentes expressions d'une même réalité confèrent notre profonde et originelle unité. Et il est important, et j'ai même cette volonté d'aller chercher même dans les confréries, que ce soit chez les Éthiopiens orthodoxes qui sont très plongés dans l'ésotérisme, oui, je parle aussi du gouvernement métaphysique dans lequel ils sont, ou dans d'autres confréries, tous nos peuples, même quand ils sont dans une sorte de syncrétisme, ne peuvent pas se départir de cette réalité. Et je pense qu'il faut qu'on regarde justement ce qui nous unit à travers ces ancêtres qui nous guident, quelles que soient les chapelles et les écoles dans lesquelles nos peuples sont installés, pour que l'on puisse avancer, parce qu'aucun peuple n'avance s'il n'est pas lié à ce qui lui a donné naissance et ce qui a été son essence. C'est la réalité que j'évoque quelque part dans ce livre. Des questions pour terminer? Pour l'idée là. Non, mais après il faut lire le livre, en tout cas, c'est très intéressant. Il y a des thématiques, enfin il y a des titres qui moi m'intriguent, mais merci, je vais le lire. La négrophobie, fil conducteur de la fin des temps. On est à la fin des temps. Oui. La fin d'un temps. La fin de leur temps. On a changé d'air, en fait. L'ère du poisson, en fait, est terminée. L'hégémonie occidentale touche à sa fin. Oui. Et c'est donc la fin, comme tu le dis très justement, d'un temps. Et à la fin de ce temps, qui est l'hégémonie occidentale, eh bien, on s'attaque à ce qui est le symbole des premiers temps. Parce que quand la fin d'un temps commence, il y a le nouveau temps qui commence, qui revient. Et ce nouveau temps, cet âge d'or, ce temps primordial, il y a un peuple primordial qui vient avec ce temps primordial, c'est le peuple originel, c'est le peuple, ce qu'on va appeler noir ou mélanoderme de manière générale. Et je pense qu'il est très important qu'on comprenne que la négrophobie qui s'accentue est en adéquation avec, quelque part, le symbole de sa chute. La chute de cette civilisation-là, oui. Est-ce qu'on saura saisir justement ce temps? Parce que justement, on est... Je pense que qu'on le veuille ou pas... C'est de notre responsabilité, mais est-ce qu'on se sent... Je pense que ça va au-delà de notre responsabilité. Alors là, c'est peut-être le côté métaphysique de mon être qui parle un peu plus. Je pense que nous sommes des entités qui décident, mais même si nous décidons, nous faisons partie d'un plan qui nous dépasse. C'est la fin de cette émission. C'était un numéro spécial, Kémy Séba. Tu parlais de tes enfants. Ouais. J'aimerais bien justement que tu disais que ta fille a 14 ans. 16 ans. 16 ans, ensuite. Elle aura 17 ans en octobre. Mon fils vient d'avoir 15 ans. Mon premier garçon. Mon deuxième fils a 10 ans, parce qu'il est mon troisième enfant. Et ma toute dernière, ma princesse, Eka Séba. Ils s'appellent tous Séba. J'aurais tous mis Séba en deuxième prénom. Elle a 4 ans. Okay. Voilà. Eka qui signifie la magie c'est l'ancêtre tutélaire de la magie dans la cosmogonie de Kemet. Khonshu, c'est l'étoile voyageuse à Kemet. Sateru, c'est Horus, version femme. Et Khonshu et Anoupé, c'est Anubis. Voilà, c'était important justement parce que tu avais commencé à répondre à cette question et je pense que c'est fondamental. Pourquoi je te pose la question? Parce que la transmission, c'est important. Très important. Voilà, on a tous compris. Merci mes chers experts, Nico Fendi, Patrice Yancé. Merci à l'équipe. Merci à vous. Il est arrivé à l'heure, avant l'heure même. Avant l'heure. Merci infiniment Kémy Séba et à très bientôt. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir regardé ce numéro spécial, partagé l'information. Je sais que vous serez contents, ravis. Nous aussi, nous sommes ravis. À très bientôt sur Vox Africa Écho de Paris.